combat unitaire, quels que soient nos regrets et notre peine, de l'attitude prise par les dirigeants de l'Internationale ouvrière socialiste intervenant en faveur des vulgaires assassins trotskistes, zinovievites, contre-révolutionnaires qui voulaient attenter à la vie de notre grand et cher Staline et de ses meilleurs compagnons de lutte. Et j'aurais peut-être adhéré aux jeunesses communistes si je n'avais pas été choqué par les procès de Moscou. J'avais un professeur de mathématiques qui était anarchiste et qui avait été un ancien membre du Parti communiste et que je retrouvais dans le comité de défense des procès de Moscou. Alors j'étais très fier de côtoyer d'abord mes profs. Il y avait le prof de physique et puis lui. Et j'ai été comme ça en relation avec la gauche socialiste pivertiste. Et par eux, j'ai eu l'adresse des trotskistes à Paris. Il y avait des rapports déjà entre trotskistes et socialistes avant l'entrée des trotskistes. Par exemple, après le 6 février 1934, les trotskistes se montrent assez actifs, assez unitaires. Ils sont en lien en relation en tout cas avec certains dirigeants socialistes, tels que Marceau Pivert, avec qui ils partagent la direction des groupes d'autodéfense socialistes, les TPPS. Donc on retrouve des trotskistes à la tête des TPPS avec des socialistes. En août 1934, sur les conseils de Trotsky, les trotskistes décident donc de rentrer dans la SFIO. Alors c'est pas un entrisme clandestin, c'est un entrisme à drapeau déployé. Ils arrivent en se revendiquant trotskistes, créent leur propre tendance, le groupe bolchevique-léniniste, donc le GBL. Ils sont plutôt bien accueillis, regardés avec un peu de curiosité dans les sections certes, mais plutôt bien accueillis. Et ils se rapprochent de la gauche du parti, de la sensibilité de Pivert. Les deux sensibilités cohabitent plutôt bien. Les deux courants, par exemple, dirigent ensemble, donc trotskistes et pivertistes dirigent ensemble la gauche des jeunesses socialistes. Mais un an après leur entrée finalement dans la SFIO, Trotsky estime qu'il est temps que les trotskistes quittent la SFIO. Le groupe bolchevique-léniniste trouve ça quand même un peu prématuré, d'autant plus que ça se passe plutôt pas mal et que leurs relations avec les pivertistes sont assez bonnes, donc ils se sentent en terrain pas hostile. Mais rapidement, les trotskistes finissent par être dans le collimateur de la direction du parti. À la conférence nationale des jeunesses socialistes, par exemple, qui se tient à fin juillet 1935 à Lille, la droite fait voter l'exclusion de 13 dirigeants des jeunesses socialistes de la Seine, dont la gauche vient de gagner 3/4 des mandats. Pivert s'y oppose. Alors les motifs, c'est dénigrement systématique à l'égard du PS, prise de position pour l'affiliation à la 4e internationale, première offensive contre les trotskistes. Alors, au moment du pacte Laval-Staline, évidemment, les trotskistes sont complètement contre et voient venir la guerre. Et même dans certains milieux communistes, les doutes s'installent. Et c'est vraiment une période très très difficile. Après les jeunesses, c'est les trotskistes adultes qui sont dans la ligne de mire de la direction du parti. Dans un processus qui s'étale entre septembre et novembre 1935, le groupe bolchevique-léniniste finit par être exclu de la SFIO. Certains jeunes socialistes qui ont été exclus après Lille vont fonder les jeunesses socialistes révolutionnaires, donc l'organisation de jeunesse trotskiste, qui gardent de bonnes relations avec les jeunesses socialistes de la SFIO, qui sont majoritairement acquises au pivertisme. Et on a vu que les rapports entre pivertistes et trotskistes étaient bonnes, donc les relations entre les deux organisations de jeunesse sont plutôt bonnes. Pour les adultes, ils repartent fonder une des multiples chapelles trotskistes qu'on peut connaître et qu'on va retrouver par la suite. Trotsky, je me suis tout de suite intéressé à ses écrits. J'avais un camarade dont le père était marchand de journaux au coin de la rue Sainte-Catherine à Bordeaux et du cours Victor Hugo. Et il avait ma vie de Trotsky en vente. Alors j'ai tout de suite mis la main dessus. Je lisais d'ailleurs tous les journaux. C'est très utile pour se politiser. Hein. Et je n'ai pas simplement lu Trotsky, j'ai lu aussi Lénine. Le Parti communiste publiait les œuvres complètes dans des grands livres à couverture verte en Moleskine, et puis aussi des petites brochures sujet par sujet. Et bon,
j'ai comme ça que j'ai appris, que j'ai lu le Que faire et que je pouvais discuter avec les étudiants ou les jeunes socialistes que je fréquentais, n'est-ce pas, qui connaissaient rien de cela. En général, les jeunes étaient motivés un peu sentimentalement. Bon, c'est peut-être un peu la même chose aujourd'hui, j'en sais rien. En 1936, Jean-René est déjà trotskiste, il rejoint les pivertistes et ils sont à fond dans les manifs avec tous les grévistes, avec ses quelques copains. Et je ne sais pas évidemment quel est le niveau de grève dans le lycée, mais lui participe à toutes les manifestations de grève. Pour les revendications, elles n'étaient pas dans le programme du Front populaire, bien que tout le monde ait soutenu le Front populaire. Elles ont été acquises grâce aux grèves qui ont duré plus d'1 mois. Pivert décide de quitter la bataille socialiste et de fonder sa propre tendance, fin septembre 1935, la gauche révolutionnaire. 2 éléments sont assez déterminants dans le départ de Pivert de la bataille socialiste. C'est l'exclusion des jeunesses, qui sont soutenues par Żeromski, et les positions de Żeromski sur les questions de la défense nationale, en régime capitaliste, qui sont à l'opposé de celles de Pivert. Donc Pivert décide de quitter la bataille socialiste, de se séparer de Żeromski, et de fonder sa propre tendance, la gauche révolutionnaire, fin septembre 1935. Alors, c'est une tendance qui regroupe des sensibilités politiques assez diverses, et on a le sentiment que tous sont liés plus par leur fidélité à Marceau Pivert en tant qu'individu qu'à une vraie proximité de vue politique. La gauche révolutionnaire est un courant faible, minoritaire, mais qui n'est pas ridicule, qui fait entre 13 et 18% à tous les congrès, jusqu'à son exclusion entre 36 finalement et 38, jusqu'à son exclusion de la SFIO, congrès de Royan de juin 1938. Elle parvient même, ce qui est un fait d'armes non négligeable, à prendre la direction de la Fédération socialiste de la Seine, à la suite du Conseil national de janvier 1938, fédération qui était historiquement celle de la bataille socialiste et le point d'ancrage de la bataille socialiste et de Jean Żeromski. Alors le rapport de la gauche révolutionnaire au Front populaire, il est assez particulier. On l'a vu, Pivert est un des fers de lance de l'unité d'action, très favorable au Front populaire, et il décide même d'accepter la proposition de Léon Blum de prendre un poste de chargé de mission à la présidence du Conseil. Pivert et la gauche révolutionnaire vont quand même devenir très critiques assez rapidement vis-à-vis du Front populaire, notamment du fait de sa tiédeur. La gauche révolutionnaire, comme Pivert, estime que le Front populaire et le gouvernement Léon Blum doit être la dernière marche à franchir vers la révolution, ce qui n'est pas du tout l'idée de Blum et de la direction de la SFIO à ce moment-là. J'avais quitté les jeunesses socialistes en raison de la non-intervention en Espagne et je n'ai entraîné avec moi qu'une demi-douzaine de camarades, n'est-ce pas ? Les autres sont restés dans la grande organisation. Nous avons participé, enfin j'étais délégué au congrès de la jeunesse socialiste et révolutionnaire à Paris. Nous étions plus à gauche que le Parti communiste, naturellement, qui jouait un rôle qui, bien qu'il ne collaborât pas au gouvernement, collaborait à la politique du gouvernement. Le 1er mars 1937, Pivert démissionne de son poste de chargé de mission. Et finalement, cette critique en interne, qui est regroupée derrière le vocable de Front populaire de combat, la volonté de passer à un Front populaire de combat, donc avec une dimension beaucoup plus offensive dans l'action politique, ça se traduit par des relations de plus en plus tendues entre la direction de la SFIO et la gauche révolutionnaire. La direction de la SFIO cherche clairement à faire taire la gauche révolutionnaire, à faire taire une opposition en interne, qui passe son temps à lui rappeler la tiédeur de son positionnement politique. Finalement, au terme d'un processus de 1 an et demi à peu près, entre finalement le début 1937, les premières critiques de la gauche révolutionnaire à l'encontre du Front populaire et l'exclusion de la gauche révolutionnaire, c'est la direction qui gagne, puisque la gauche révolutionnaire et les pivertistes sont exclus de la SFIO, après le congrès de Royan, donc de juin 1938. Pivert et les exclus vont fonder un nouveau parti,
le Parti socialiste ouvrier et paysan, le PSOP, qui se dote d'une organisation de jeunesse qui lui est rattachée, donc les JSOP, les jeunesses socialistes ouvrières et paysannes. Les trotskistes s'intéressent maintenant au PSOP. Le POI, par exemple, propose au PSOP, juste après sa fondation, la fusion entre les deux organisations. Le PSOP refuse en décembre, mais accepte l'adhésion individuelle des trotskistes dans le Parti socialiste ouvrier et paysan. Par contre, le PSOP refuse l'existence de tendances, donc par exemple d'une tendance trotskiste dans le PSOP. On est à un moment où Pivert et Trotsky échangent de manière épistolaire et il y a une vraie correspondance qui se met en place entre les deux hommes. Le POI ne peut pas fusionner avec le PSOP, qui refuse. Certains militants trotskistes qui, eux, étaient du PCI, avaient décidé leur adhésion au PSOP directement après la fondation du nouveau parti. Le POI décide de refuser l'adhésion individuelle au PSOP, mais certains militants du POI décident de passer outre les décisions de leur organisation et de rejoindre le PSOP. On retrouve donc des trotskistes dans le parti de Marceau Pivert. Les relations entre les trotskistes et le PSOP, qui étaient, ou en tout cas entre les trotskistes et les pivertistes, qui étaient plutôt bonnes dans la SFIO, commencent à se dégrader dans le PSOP. On assiste même à une offensive anti-trotskiste qui est lancée dans le PSOP, notamment contre Raymond Molinier et les anciens du PCI, donc les premiers trotskistes à avoir rejoint les rangs du parti pivertiste. Le 3 juin 1939, 6 trotskistes sont exclus de la commission exécutive des jeunesses du PSOP. Leurs locaux sont fermés, on les chasse d'une réunion d'information. La commission administrative permanente, donc l'instance dirigeante du PSOP, décide de demander aux trotskistes qui restent dans le PSOP de signer un engagement de loyauté vis-à-vis du parti. Alors, ça fait partie de la courte histoire du PSOP, puisque finalement, c'est un parti qui ne va pas avoir une existence très longue. On le voit, il est créé à la suite donc, de l'exclusion de Royan en juin 1938, avec l'arrivée de la guerre. La répression s'abat sur le parti, on arrête des militants, les organes de presse sont censurés. Il y a une répression finalement pour cause de pacifisme très exacerbée, trop exacerbée en tout cas. Alors certains militants du PSOP vont entrer dans la clandestinité, continuer leur activité dans la clandestinité, d'autres vont être arrêtés, d'autres vont cesser leur activité politique. En tout cas, ce qui est clair, c'est qu'à la veille de l'été 40, le PSOP a explosé, s'est volatilisé, et on n'a plus que des actions ou des initiatives individuelles, mais rien en ce qui concerne l'organisation en tant que telle qui n'existe clairement plus. Les rapports entre Marceau Pivert et les trotskistes ont rarement été radieux. Vous me direz, les rapports entre les trotskistes et les autres sont rarement radieux pour des raisons multiples et des responsabilités diverses, disons. Mais premièrement, quand Marceau Pivert crée la gauche révolutionnaire en septembre 1935, Trotsky lui reproche de créer cette tendance pour détourner de l'influence des trotskistes qui viennent d'être exclus de la SFIO toute une couche de jeunes et d'un taux de jeunes militants. Deuxièmement, lorsque le PSOP se crée, donc, peu de temps avant la création du PSOP d'ailleurs, c'est en février 1938, juste à la veille de la dissolution de la Fédération de la Seine par Paul Faure et Séverac, qui finiront dans les bras de Pétain, comme vous savez, surtout Paul Faure d'ailleurs. Pivert explique qu'à la différence des trotskistes, il faut dire le parti révolutionnaire, c'est la SFIO qu'en est la matrice, et il le répétera encore après la guerre. Dans le PSOP, vous trouverez dans juin 1936 une polémique de Trotsky vis-à-vis des trotskistes. Trotsky discute, enfin lui répond, enfin, vous avez un débat, mais un débat qui est assez sec et vigoureux. Jean-René était trotskiste à mort. C'est-à-dire qu'il avait lu toute l'œuvre de Trotsky et il était d'accord sur tout, ou à peu près tout.